Bien sûr que Vingegaard, on ne peut pas l'éliminer. Alors, le règne, ça veut dire est-ce qu'il peut rafler tout durant 4-5 ans d'affilée? C'est-à-dire qu'il battrait les plus grands qui ont gagné 5 Tours de France, il en a déjà 3. Non, il va devoir se battre avec lui. Maintenant, il va quand même régner sur le cyclisme mondial. Ses guibolles tournent, je dirais, comme une Rolex. Horlogerie suisse garantie. Il a un cardio, c'est un petit bijou, mental de titane. Il a une grosse équipe autour de lui. Il a 25 piges. Je vois pas ce qui peut lui arriver à part passer sous un échafaudage, prendre un parpaing en pleine gueule. Ou d'être battu par Vingegaard. Et voilà. Oui, simplement. mais je viens de le dire avant si tu avais écouté. Simplement, ça peut être un règne. J'essaie de t'aider dans ton analyse non, et mais dans ta conclusion. t'as pas analysé parce que tu seras... Souvent, on prédit des choses et puis on revient jamais en arrière et tout le monde a raison. Donc, on va attendre 1 an, 2 ans. Il gagnera des tours. Est-ce qu'il va en gagner 5 d'affilée tout seul, sans opposition? On va dire que non. Mais moi, je dis que c'est quand même un règne. Ben voilà, il a déjà démarré. Il en gagnera au moins encore 1 ou 2, à mon avis. Voilà. On vote plutôt oui. Son règne avait démarré. Il a été déjà interrompu par Vingegaard, qui a gagné donc des tours depuis. Et quand on voit ce qu'est capable de faire Vingegaard en n'ayant pas couru depuis le mois d'avril, après avoir eu un accident absolument monumental, une blessure incroyable, et on voit le niveau qu'il avait. Et considérer aujourd'hui que Pogačar va forcément battre, quand ils sont tous les deux au même niveau physique, Vingegaard, j'en suis pas du tout sûr, mais vraiment pas du tout. Monsieur Alors Moiti. On n'attend pas Patrick? C'était pas assez fort. Patrick Chassé, évidemment, notre spécialiste du Tour de France qui nous rejoint. Bonjour avec tout le monde. Jingle que j'avais oublié. Alors, on n'attend pas Patrick, ça va? Je fais bien. Quelque chose, ouais. Alors, il faut répondre à cette question maintenant, monsieur Chassé. Est-ce qu'on file vers un long règne de Pogačar? C'est étonnant d'entendre autant de si bons arguments et de constater que vous n'êtes pas d'accord. Parce que finalement, j'ai l'impression que pour moi, tout ce que vous avez dit me paraît complètement sensé, plausible. Lui, d'abord. Lui, c'est vrai que ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'interview qu'il a donnée hier, juste après le chrono, et donc sa 3e victoire d'étape consécutive sur les 6. Il a réécrit un peu l'histoire, le récit en tout cas, de ces dernières années. Il a dit, mais attendez, j'ai jamais été battu sur ma valeur les 2 derniers tours précédents. J'ai fait une erreur en 2022 et j'étais mal remis de ma blessure en 2023. C'est-à-dire qu'il ne reconnaît absolument pas la supériorité, qui était pourtant assez manifeste, en tout cas d'un point de vue chronométrique, de son adversaire, Jonas Vingegaard. Donc lui, il se projette dans la durée. On le compare beaucoup à Eddy Merckx. Lui, il n'aime pas ça d'ailleurs. Hein. Ouais, mais il y a des comparaisons quand même. Il y a pire, Eddy Merckx est resté au plus haut niveau pendant un bon septennat. Lui, il en est à 5 ans au plus haut niveau. Certes, il n'a pas gagné le Tour tous les ans, mais Eddy Merckx, il n'a pas gagné le Tour tous les ans. Hein. Il y a des fois, en 73, il n'est pas au départ du Tour. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des éléments qui font que... On s'interrogeait, vous savez, on s'interrogeait beaucoup il y a quelques années, justement, en voyant la précocité de ces coureurs, en se disant, oui, mais combien de temps ils vont rester à ce niveau-là? Et c'est là, effectivement, que je vous rejoins, c'est que, finalement, ça dure. Ça dure déjà 5 ans pour Pogačar, ça dure depuis 4 ans pour Vingegaard. Il ne faut pas oublier qu'il fait 2e avant de gagner le Tour de France. Et pas que sur le Tour, Pogačar. Oui, non, mais quoi qu'il en soit, on est au plus haut niveau dans une durée qui finalement fait quand même un sacré bail. David Aiello, on t'a pas entendu sur le sujet. On ne vous a pas entendu. Oui, mais déjà sur l'argument, je me dis que c'est un petit peu aussi l'évolution du sport de haut niveau. On voit de plus en plus de sportifs qui arrivent très très jeunes et qui perdurent. On le voit au tennis, on le voit au football. Alors pourquoi est-ce qu'on ne le verrait pas au cyclisme? Alors bien sûr, c'est un sport qui est extrêmement exigeant, mais moi sur cet argument-là, j'ai pas trop de doute. Je note aussi qu'hier, il a quand même déclaré qu'il avait terminé aussi bien mentalement que physiquement. Très bien, et je n'ai pas perçu en tout cas de signes de fatigue, qu'elle soit justement mentale ou physique de sa part. Donc, moi j'en ai perçu chez ses adversaires, hein, si je peux me permettre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est quand même le Tour où on voit le plus souvent des coureurs craquer nerveusement à l'arrivée. Mais pas lui. Alors il y a eu Bardet, les larmes de Bardet. Bon, il y avait une émotion XL qui pouvait effectivement expliquer ça. Il y a eu Remco Evenepoel à 2 reprises, rappelez-vous, lors de sa victoire à l'issue du chrono qu'il remporte, et également lorsqu'il, encore un chrono d'ailleurs, mais à la fin du Tour de France hier, parce qu'il faisait podium et dans une telle adversité, et avec le fossé qu'il avait creusé sur ses suivants, c'était quand même remarquable pour sa première expérience du Tour de France. On a vu Vingegaard également craquer nerveusement. Parce que justement, quand il gagne au Lioran, c'est presque inespéré, vu tout le chemin qu'il a fait. Après, Étienne l'a souligné, la blessure dont il a été victime au mois d'avril. Donc on voit quand même à quel point. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que ces coureurs sont soumis à très rude épreuve.
en termes de préparation, d'exigence d'entraînement. Je ne dis pas que ça n'existe pas dans les autres sports, je dis simplement que dans le vélo, c'est quand même extrême. assez Est-ce qu'il n'est pas nouveau au-dessus dans ce niveau-là et dans une catégorie Est-ce extrême. que lui, il n'est pas au-dessus à ce niveau-là? Mais tu as raison, c'est-à-dire que lui, comme dans plein de domaines, on a l'impression que ça n'a pas de prise. Moi, je l'ai vu faire la gueule, au Lioran, justement, où là, il est fermé. C'est très, très rare de le voir, même quand il était dans la défaite l'année dernière ou l'année d'avant, il faisait quand même bonne figure devant les caméras. Là, il faisait clairement la gueule et ça a duré pendant 2 jours, je l'ai bien observé. Et puis à la fin, on a retrouvé, je dirais, le mec sympa qui arrose sa copine sur le bord de la route, qui fait des gestes dans son dos, dans le dos pour envoyer des messages un peu perso à son staff. Enfin voilà, on a retrouvé le Pogacar qu'on connaît bien, un petit peu facétieux. Il y a surtout la manière en fait dont il a gagné ce Tour de France. Et je pense que ce Tour de France, pour moi, c'est une vraie rupture. C'est que Pogacar, j'ai l'impression que sa course instinctive, c'est sa grande force. Il n'a pas forcément besoin, je pense, de gros coéquipiers autour de lui. Tandis que pour moi, Vingegaard, il a quand même besoin, on l'a vu cette année. Alors tu l'as dit Étienne, il était amoindri. Mais l'année dernière, il a quand même des monstres autour de lui. Je pense que Pogacar, même sans une grosse équipe autour de lui, il a quand même la capacité d'aller gagner, d'aller chercher des Tours de France et des grosses étapes qui peuvent faire la différence. Vingegaard, qui est plus dans une course calculée, basée sur de la donnée, etc., aura peut-être plus besoin des mecs autour de lui. Parce qu'on n'a pas vu de schéma tactique comme ça cette année. Mais on aurait vu un schéma tactique où on isole le coureur qui est esselé et où on l'attaque, comme aurait pu le faire l'année dernière, comme l'ont fait d'ailleurs l'année dernière, les Sepkus, surtout... j'ai plus son nom en tête, mais peu importe, les Sepkus, Kruijswijk, bref, tous ceux qui n'étaient pas là d'ailleurs cette année autour de Vingegaard, bah là, à un moment, on finit par craquer. D'ailleurs, il a fini par craquer. Il a 2 top 10 dans l'équipe, là, quand même, Pogacar. Il a Yates et il a en a 3. Il y a 3 top 10. Donc s'il y a 3 top 10, c'est qu'il en a besoin. Enfin, ils ont pas ça. Mais sur les moments où probablement ça va compter, alors oui, il va être amené par des meilleurs, mais au moment où ça va compter, où il va falloir faire la différence à la pédale, je pense que Pogacar, quand il est à 100%, je pense que ce mec-là, personne... Là, il n'était pas à 100%, là, il était à 200%. Ça tombe bien s'il est à 200% pendant au moins 3 ans. Ça aussi, alors, il est à 80%. C'est le débat éternel sur le vélo et sur le cyclisme. C'est-à-dire qu'évidemment, on n'a pas la réponse, mais Vous voulez qu'on parle dopage? on a quand même le droit de poser les questions. Pour relancer... Alors on se la pose pour tout le monde. Je vais juste reprendre les propos On ne que se la nous pose a pas lus. de la même manière pour tout le monde. Si on se la pose quand même forcément un tout petit peu plus pour celui qui survole la compétition, parce que tu l'as dit, en étant absolument ébloui par tout ce qu'il fait. Moi aussi, je suis ébloui, mais je me pose aussi quand même quelques questions. Et vous êtes de voir pas le seul. dominer de cette manière-là toutes les étapes, mettre des raclées à tout le monde, battre des records qui est de 3 minutes sur des ascensions. Et c'est pas moi qui me les pose, l'ensemble du peloton se les pose. Aujourd'hui, sur la fin de course quand même, on a quand même beaucoup évoqué ça. Il y a des directeurs sportifs, il y a des gens qui sont encore aujourd'hui dans le cyclisme, qui s'interrogent aussi. Donc si on ne s'interroge pas et si on se dit, on en a vu d'autres écraser comme ça le cyclisme, on a vu aussi comment ça a pu se terminer. Est-ce que dans les propos de Romain Bardet, que Camille nous a lu tout à l'heure, ça va trop vite, ils sont hors de portée, vous interprétez ça aussi comme ça? Il y fait allusion. Alors, pardon Camille, si je peux reprendre cette citation, parce qu'elle est un tout petit peu tronquée, mais on comprend bien pourquoi. Elle a manqué un mot. Ah voilà, elle oublie. Pourquoi elle est tronquée? C'est pas une critique, oui, c'est une synthèse, parce que c'est quand même un... Faut que je la relise ou pas? Non, trop long. C'est sa chronique. C'est sa chronique. Non, mais de mémoire, il dit quand même qu'on a gagné 40 watts sur 1 heure, voilà, ce qui équivaut à peu près à 10%. Oui. Les meilleurs, lui, par rapport aux meilleurs. Rappelez-vous, à l'issue du Giro, il avait dit, moi, je fais en termes de puissance, j'ai des résultats qui n'ont jamais été aussi bons. Il avait fait, on le rappelle, sur le dernier Giro, 9e du Giro. Donc, vous voyez bien quand même qu'il se passe quelque chose. J'ai pas eu, David Gaudu, par exemple. Je voulais l'avoir, mais je ne l'ai pas eu, pour savoir si, justement, lui, ses datas sont comparables à ce qu'il faisait dans ses meilleures années. Mais quoi qu'il en soit, on a quand même beaucoup de coureurs, y compris à l'étranger, qui ne comprennent pas, effectivement. Eux, ils ont l'impression de progresser, alors de façon, certes, lente et très proportionnée. Et là, ils se font dépasser par un type qui était déjà meilleur qu'eux et qui lui-même progresse encore d'année en année. Quand je dis un type, c'est pas un type en réalité. Même Vingegaard... C'est 11, selon Romain Bardet. Même Ils sont au-dessus. Les 11, il dit les 11 premiers parce qu'en fait, lui, il se situe un petit peu dans... Il se dit... Alors, pardon de parler à sa place, j'en sais rien à vrai dire, mais je devine que lui, s'il avait joué le classement général, il se serait mis autour de la 11e place. Voilà, s'il n'avait pas fait le Giro, parce qu'il ne pensait pas possible de jouer le classement général sur deux grands tours dans l'année. Bref, lui, il se situe là. Il parle de Gaudu qui, l'année dernière, fait 9e. Il dit, ces mecs-là, finalement, je les admire, ils sont très courageux.
Parce qu'ils ont l'impression de donner le meilleur d'eux-mêmes et pourtant ils se situent à ce niveau-là. C'est pas eux qui ont régressé, ce sont les autres qui ont progressé. Je me méfie toujours quand on dit il a battu le record de Pantani, il a battu ceci, il a battu cela, parce que c'est pas les mêmes époques, c'est pas le même vélo, c'est pas ceci, c'est ça. Mais quand un mec monte 5 km... c'est pas non plus, c'est pas les mêmes vélos. Je vais finir. Mais quand un mec monte 5 km/h plus vite que Pidcock, par exemple, ou que là, très franchement, c'est quelque chose qui, moi, m'interroge. C'est pas oui, les... mais le vélo, moi, voilà. je vous entends, mais ça veut dire arrêtons le vélo, parce qu'on l'entend depuis 40-50 ans. Dès qu'un champion, dès qu'un mec décroche et part, on se dit, il se passe quelque chose. Pantani, c'est 98. Alors, il y a un type, un professionnel, qui disait, il y a quand même un temps qui s'est passé. Tu peux avoir le vent, les conditions... Mais c'est ce que je viens de dire, enfin, c'est ce que je viens de dire. Non, mais au-delà de ça, non, mais pour vous, quand je vous entends, il triche. Ouais, moi, vous me racontez ce que vous... Non, si, mais arrête de me dire. Si je vais au fin fond, tu me dis... Mais si, tu dis que le vélo est encore... Mais si, embourbé du dopage. Et on ne peut rien croire dans le vélo. Si je vous entends, c'est ça la réalité. Non, mais interroger. Bah oui, mais c'est ça interrogeait pas l'année dernière. Un enfant de 5 ans, il va dire la même chose que toi. Mais moi, si je te demande, David, au fond de toi, tu penses qu'ils ont... Un enfant de 5 ans, il a peut-être pas lu l'histoire. Non, mais toi, Étienne, pour toi, il y a dopage. Je te dis, on va pas dire que sa déclaration... Tu fais les questions et les réponses. On a le droit de s'interroger. D'accord, mais dis-moi, au fin fond de toi, tu penses qu'il y a dopage. J'ai pas les compétences. Moi, quand je t'écoute, c'est ce que je ressens. J'ai pas les compétences de toute façon, ni en termes de dopage, ni en connaissance du cyclisme. Laissez-leur la chance un peu à ça. Pour avoir un avis arrêté sur la question. Mais m'interroger, c'est une partie de mon métier. Et quand on voit ce qu'est l'histoire du cyclisme et l'histoire du cyclisme récent, et quand on voit les résultats actuels, si on ne se pose pas la question, c'est qu'on n'a vraiment pas du tout... Alors le dernier cas, s'il vous plaît, le dernier cas de dopage, ça a été avéré et vérifié, c'était en 2012 avec Frank Schleck. Sur le Tour de France. Sur le Tour de France. Pourquoi est-ce qu'on... Question à notre spécialiste, pourquoi est-ce qu'on n'attrape plus les dopés? C'est qu'ils sont plus dopés? Ça, à la fois, c'est une bonne question, et en plus, ça amène, je dirais, pour moi, à la déduction qu'on est arrivé au bout d'une logique et à un instant clé. Pour les raisons que tu as dit, Eric, effectivement, c'est que soit on n'ose plus dire les choses, ou en tout cas, on a une petite musique dans la tête. Pas seulement cette année, Thomas, mais tous les ans, franchement, tous les ans, depuis pas 5 ans d'ailleurs, depuis beaucoup plus longtemps. On a cette petite musique, on se dit, ouais, mais là, quand même, il est nettement au-dessus. Les coureurs eux-mêmes se disent, c'est pas possible, ils ont un truc qu'on n'a pas. Ça, c'est naturel dans le sport de haut niveau. Mais le truc, si c'est un truc toxique, un truc interdit, c'est un problème. Qu'il soit interdit ou pas, en tout cas, il se passe quelque chose, effectivement, je trouve, dans le vélo, en ce moment. Pourquoi ? Parce que les différences sont devenues telles entre, alors c'est pas forcément les 11 premiers, mais en tout cas, on va dire entre 3 équipes et le reste du peloton, que forcément, ça interroge. Et on se dit, qu'est-ce qui se passe ? La lutte antidopage, effectivement, les moyens ont progressé ces dernières années, mais ils ne sont probablement pas suffisants. Et hier, j'y faisais un tout petit peu allusion avec l'Agence mondiale antidopage qui n'a pas les moyens. Du coup, hier, j'ai dit, ils ont le budget d'une équipe pour contrôler tous les sports. Ça m'a interpellé, j'avais ça en tête, mais je n'avais pas vérifié. Bon, pardon. Mais j'ai vérifié, ça va, je n'ai pas dit de conneries. Donc, pas loin quand même. On est effectivement sur 46 millions de budget annuel. Enfin, c'était en 2022, on n'a pas les chiffres de 2023. 46 millions de budget annuel. Mais qu'est-ce que c'est 46 millions ? Qui fait ça ? C'est financé par les gouvernements, d'un côté, à parité avec le CIO, qui donc, si je sais encore compter, met 23 millions dans l'affaire, pour un budget de 1 milliard. Enfin voilà, donc vous voyez un peu la différence, on est à 2%. Donc là, il y a quand même un petit problème. Je ne veux pas essayer d'élargir le problème à tout le sport, mais c'est franchement ridicule. Et c'est pour ça que je dis qu'on est à un moment charnière. Il faut se poser les vraies questions. Sur le Tour, moi je me souviens, il y a quelques années, on voyait les gendarmes de l'OCLAES, ceux qui s'étaient chargés de faire... J'ai posé, moi j'étais pas sur le Tour, j'ai posé des questions, j'ai dit on les voit toujours là. En plus c'était bien visible, de toute façon, on n'en avait pas. Est-ce qu'en cette année olympique, on sait que c'est les enquêtes de police qui ont permis toutes ces affaires de dopage, y compris celle à laquelle tu faisais allusion il y a 12 ans. Est-ce qu'on a envie de choper les gens ou pas ? Franchement, aujourd'hui, je pense qu'on a mis ça en vote. Les grandes affaires de dopage, c'est pas les contrôles antidopage. On vient d'évoquer. Ça ne suffit pas en tout cas. Mais Lance Armstrong, il n'a jamais été contrôlé positif. Lance Armstrong, c'est une enquête journalistique de l'équipe qui a prouvé qu'il était dopé. Et derrière, ça s'est enchaîné. Et donc, il a reconnu lui-même, au bout de pas mal de temps, qu'il était dopé depuis le départ. Donc, on voit bien que ce n'est pas les contrôles. Ce n'est pas parce que la course n'offre pas de contrôle positif qu'il n'y a pas du tout de dopage.